Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Forum social mondial, donc virtuel, qui fête donc ses 20 ans. Ce webinaire est dédié à l'anticolonialisme et l'antiracisme et il est intitulé « Retour sur l'expérience d'une solidarité en France, la semaine anticoloniale ». Ce webinaire est organisé par le collectif d'organisation de la semaine anticoloniale et antiraciste qui s'est restructuré dernièrement, le réseau Sortir du colonialisme, le Centre international de culture populaire et Initiative pour un autre monde, le réseau IPAM. Alors ce webinaire, il a été pensé pour donner des clés pour comprendre cette initiative, d'où elle vient, comment elle a été mise en place, ses effets et puis donc les perspectives de cette semaine, puisque à partir de la semaine prochaine, à partir du 5 février, nous aurons une partie de la semaine anticoloniale et antiraciste en virtuel, donc tous les jours du 5 au 13 février. Et ça sera un moyen de continuer et de faire continuer à faire vivre les échanges, que ce soit anticoloniaux, décoloniaux et antiracistes. Ce webinaire, je tiens quand même à le souligner, il est venu au sein du collectif de mobilisation autour de la semaine anticoloniale, et c'est Gus Massia qui fait partie qui est membre du CD-Team et qui donc du réseau Initiative pour un autre monde, IPAM, et qui est également au sein du Conseil international du FSM, qui nous a suggéré de l'organiser parce que les questions d'anticolonialisme ne sont pas vraiment traitées dans le fond lors des différents forums sociaux mondiaux. En tout cas, les thématiques sont traitées dans plusieurs événements, mais ne sont pas dans des fils continus, en tout cas en thématique. On pense, nous, avec cette semaine anticoloniale, donner des clés pour comprendre et s'organiser, parce qu'effectivement, il faut revenir aux sources du capitalisme et de cette résistance des mouvements sociaux, et l'anticolonialisme fait partie de ces fondamentaux. Alors, il va y avoir plusieurs panélistes qui vont intervenir, 6 panélistes qui représentent toutes et tous des acteurs très importants au sein de la semaine anticoloniale. Et on va commencer avec l'intervention de Henri Pouillot, qui est membre du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP. Il était président du réseau Sortir du colonialisme et cofondateur de la semaine anticoloniale et antiraciste. Et c'est un militant antiraciste et anticolonial de longue date, notamment avec la question de la guerre d'Algérie. Je te laisse la parole, Henri. Bonsoir à tout le monde. C'est une soirée importante parce que faut rappeler que le colonialisme, en fait, sa base, c'est l'utilisation du racisme pour imposer son fonctionnement. La France a été l'un des pays les plus en pointe dans ce domaine. Les explications étaient, si j'ose dire, que le prétexte, c'était de civiliser, d'apporter la civilisation, le bonheur aux peuples qui étaient arriérés, en somme. Et donc, c'était le prétexte pour imposer une dictature économique, sociale à ces peuples. Alors, le fonctionnement d'anticolonialisme, il date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il vit, même avant la création ou avant que la semaine anticoloniale se développe, de nombreuses associations en France intervenaient sur différents points. Alors, par contre, le débat anticolonial, il s'est un peu développé de façon importante dans les années 2000, à partir du moment où Louis Iguilaris
a témoigné dans Le Monde sur les questions de torture qu'elle avait subies pendant la guerre d'Algérie. Et cet aspect de colonialisme en Algérie, là, a ressurgi, a relancé tout un débat sur les questions coloniales. Et quelques années après, en 2005, il y a eu là cette fameuse loi du 23 février 2005 qui, en fait, proposait dans son article 4 que les enseignants devaient expliquer, montrer que le colonialisme avait été positif. Ça a déclenché un tollé, en particulier chez les historiens, qui ont vivement réagi qu'on leur demande une telle ineptie. Et puis, à partir de là, il y a eu une réaction qui s'est coordonnée. Au MRAP, où j'avais cette responsabilité de suivre les questions anticoloniales ou les séquelles du colonialisme, j'ai essayé d'organiser une riposte en essayant de fédérer les associations. Donc, pour l'anniversaire de cette loi, le 23 février 2006, on avait proposé une première manifestation devant l'Assemblée nationale pour demander que cette loi soit retirée. C'était le premier geste de coordination de ces associations. On s'est retrouvé en fait une bonne centaine de personnes devant l'Assemblée nationale, mais pas plus. Mais il y avait déjà une trentaine à une quarantaine d'associations qui avaient appelé à réagir dans ce domaine. Et ça a été en fait le point de départ, l'ossature de cette réaction et de la création de ce collectif qui a progressé au fur et à mesure. Et puis 2 ans ou 3 ans après, on a été capable d'organiser un salon anticolonial à la Bellevilloise, cette grande salle de la région de Paris, où beaucoup d'associations, une cinquantaine à l'époque, ont tenu un petit stand pour montrer leur activité dans ce domaine pour lutter contre le colonialisme sous toutes ses différentes formes sur le plan mondial et où souvent la France avait une partie de responsabilité. Là, parce que, et donc, l'alinéa 4 d'ailleurs, l'alinéa en question de l'article 4, du coup, a été retiré un peu plus d'1 an après. Donc, c'est déjà une première victoire, un premier pas important dans ce domaine. Mais je serais tenté de dire, entre la partie de décolonisation qui date de 1960, comme quoi et je mettrais des guillemets à décolonisation, où la France n'a plus officiellement eu de colonie, mais a eu une action qui restait très coloniale, il y a eu des séquelles très importantes. Il y a des camarades comme Michel, etc., qui montreront, en particulier en Afrique, etc., quelles sont les continuités des formes de colonialisme. Le franc CFA, par exemple, est un des exemples. Et même si le franc CFA va être modifié, il reste à peu près avec la même fonction de domination économique de beaucoup de pays africains. Mais il y a eu beaucoup de séquelles en France de cet esprit de colonialisme, parce que cet esprit a été inculqué et enraciné en France. Un tout petit exemple, en 1930 par exemple, la LDH a tenu son congrès à Alger pour commémorer les 100 ans de présence française en Algérie. Ce qui montre, malgré sa fonction efficace pour les droits de l'homme, que cette notion de civilisatrice était encore profondément ancrée en France. En 1930, d'ailleurs, il y a eu l'exposition coloniale qui a drainé beaucoup de monde à Paris. C'est toute une série de cultures qui ont largement imprégné. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça s'est développé à partir des années 60, en particulier 70. Il y a une expression qui est très typique, c'est issu de l'immigration. Ce terme ne qualifie pas Manuel Valls ou Sarkozy, qui eux sont pourtant issus de l'immigration. Mais c'est tous ceux qui ont un prénom, un nom, une couleur de peau qui indiquent que vraisemblablement, ils ont des antécédents d'indigènes de ces colonies. Et cette discrimination est permanente, elle continue tous les jours. Le contrôle au faciès est un des exemples concrets, mais
pour les questions d'embauche, pour des tas de domaines, ceux qui sont issus de l'immigration, considérés comme tels, sont victimes de discrimination criante, toujours en permanence, encore aujourd'hui. Et donc, c'est une raison importante pour laquelle la semaine anticoloniale, qui a pu fédérer jusqu'à 70, même un peu plus d'associations, a pesé pour essayer d'améliorer et de mettre en cause cet esprit colonial, et j'espère qu'on va continuer. Il va y avoir dans les semaines et les mois qui viennent un débat qui va être lancé avec la diffusion du rapport de Benjamin Stora sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Il va falloir qu'on continue, qu'on intervienne, parce que ce rapport n'évoque que la partie colonisation en Algérie, mais pas tous les autres aspects de la colonisation. Madagascar, Sénégal et compagnie, ces aspects-là n'apparaissent pas du tout, et on est loin de reconnaître les crimes qui ont été commis au nom de cette colonisation, et il serait temps qu'on arrive à les condamner, et c'est la seule façon qu'on puisse avoir pour que les mémoires puissent effectivement se juxtaposer sans qu'il y ait un conflit de ces mémoires. Je reviendrai sans doute après des questions sur toute une série d'autres choses. Merci Henri pour ton intervention. On va passer à un autre intervenant, un autre panéliste, qui est Claude Zatan, qui est membre du CEDETIM, donc le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, et qui fait partie aussi du réseau Initiative pour un autre monde. Donc je laisse la parole à Claude. Bonjour, oui, je me vois. Voilà, bonjour. Rappelez d'abord que pour le CEDETIM, c'est quasiment une question de nécessité de participer à cette semaine anticoloniale. Le CEDETIM est né de la volonté de construire de la solidarité de combat avec les luttes anticoloniales et les peuples en lutte. Et la naissance du CEDETIM, c'est au sein de la lutte contre le soutien du peuple algérien et pour son indépendance, puis la lutte du peuple vietnamien contre l'impérialisme américain, et bien évidemment le soutien à la lutte du peuple palestinien. Ce sont les trois points fondamentaux qui ont de fait aidé, qui ont présidé à la naissance du CEDETIM. Du coup, nous avons bien évidemment participé et soutenu dès le début la semaine anticoloniale. Je voudrais rappeler d'abord que la semaine anticoloniale, elle est l'occasion, elle est l'espace où on peut rappeler effectivement le colonialisme sous sa forme la plus classique, parce que malheureusement elle continue à exister. C'est le cas en Palestine, mais c'est le cas en Kanaki aussi, mais aussi en Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte. C'est le cas aussi pour les Sahraouis. Donc ce colonialisme de type classique, il existe toujours, même si effectivement il y a aujourd'hui des formes nouvelles qu'on verra après. C'est aussi un espace où on peut rappeler la persistance de ce qu'on a appelé la Franc-Afrique. Elle continue, quels que soient nos différents présidents et leurs différences de génération, comme ils ont essayé de le faire, de le montrer, mais en tout cas, cette Franc-Afrique, elle existe. Elle est aujourd'hui malheureusement illustrée, dramatiquement illustrée par l'intervention de l'armée française dans le Sahel, qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, devient de plus en plus inacceptable, avec des bavures de plus en plus importantes et des demandes des peuples africains à ce qu'elles cessent. Enfin, troisième point, c'est aussi cette semaine anticoloniale un espace où on va pouvoir travailler, discuter des nouvelles formes que prend le colonialisme aujourd'hui. Je voudrais en citer 5 points. Premièrement, la gestion des migrations par la mise en place des hotspots, donc cette espèce de transfert ailleurs pour empêcher les migrants d'arriver, et des politiques migratoires répressives. C'est aussi l'accaparement des terres, et le brevetage du vivant. C'est troisièmement la dette financière, la dette écologique aussi, qui inclut bien évidemment la question climatique. C'est troisièmement le développement de la corruption néocoloniale, parce que les régimes qui ont été installés, qui sont despotiques, ne font que produire de plus en plus de corruption, et ça c'est un phénomène qui est de plus en plus inaccepté, enfin difficilement accepté par les peuples qui se révoltent, mais qui se répand, et qui est vraiment le propre de cette époque néocoloniale. Et enfin, le développement aussi de tourisme de masse et d'ingérence culturelle de plus en plus forte.
voilà, il nous semble que ces 5 aspects-là sont à analyser, sur lesquels effectivement la lutte doit exister. Enfin, je crois que c'est aussi un espace où, même si le racisme a toujours accompagné l'expansion coloniale, il y a aujourd'hui un racisme institutionnel et systémique qui imprègne les politiques de l'État français, et ça, quels que soient les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et qui refuse toujours de mettre fin aux discriminations, aux relents coloniaux, notamment vis-à-vis des Français descendants des peuples anciennement colonisés par la France. C'est un des combats où la lutte anticolonialiste doit faire sa jonction avec la lutte antiraciste, et pas simplement au nom de l'ancien colonialisme ou du colonialisme qui a existé uniquement vis-à-vis des peuples à l'époque coloniale. Face à toutes ces nouvelles questions et au renouvellement de l'action politique qui s'impose dans cette nouvelle époque, et le FSN essaye d'être un des acteurs de ce renouvellement altermondialiste, d'une résistance et de liens internationaux, face à la nécessité de combattre les atteintes aux droits et aux libertés, et à l'ascension d'une droite extrême, alors dans notre pays, mais aussi en Europe et un peu partout, je crois qu'il convient, et que la semaine anticoloniale peut être un espace, un lieu, où on cherche à construire des alliances entre les mouvements sociaux, les mouvements féministes, les mouvements climat et écologiques, et les mouvements anticolonialistes et antiracistes. C'est peut-être au sein du FSN qu'on peut commencer à nouer ces liens-là, qui vont être importants pour les temps qui viennent. Voilà. Je vous remercie. Merci Claude pour ton intervention qui effectivement donne un spectre très large de ce que la semaine peut apporter, et notamment aujourd'hui alors qu'on fait face à des politiques d'autant plus liberticides, à la répression et à la stigmatisation de différentes populations migrantes. Et effectivement, comme tu l'as dit, il reste des colonies, que ce soit en France ou dans le monde, et c'est de notre devoir de se mobiliser en solidarité avec les dernières colonies qui sont toujours sous occupation. Juste un petit rappel, si vous avez des questions à poser aux panélistes, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Donc, si vous allez en bas, il y a converser, et vous pourrez donc poser les questions, et on posera les questions aux différents panélistes à la fin. Donc, on va passer à l'intervention de Sonia Feyman, qui est membre du bureau du Centre international de culture populaire, qui est une maison associative de solidarité internationale à Paris, donc qui s'est montée donc à la fin des années 70, et elle est membre également de la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. Merci, vous m'entendez? Bon, donc, je vais d'abord parler en tant que membre du CICP et ensuite de l'UJFP. Alors, comme Claude l'a rappelé, le CDTIM s'est créé surtout dans le mouvement des luttes de libération nationale contre le colonialisme, et on peut dire que le CICP a pris la suite à partir de 1976 pour tenir compte de ces mouvements et les appuyer et élargir aussi la solidarité internationale. Alors, Centre international de culture populaire, ce nom, en quelque sorte, manifeste la conviction que la solidarité internationale est ancrée dans la culture populaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas immuable. La culture populaire, c'est quelque chose à quoi on se réfère, on est un certain nombre à se référer, mais ça évolue. Et comme la solidarité internationale, dans les dernières années, et ça fait même pas mal de temps, la culture populaire a subi, on peut dire, les assauts du libéralisme. Et ce qui fait que le maintien de l'existence du CICP est en vérité un combat de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. On a été contesté, attaqué, menacé, et on l'est régulièrement. Donc, on compte vraiment sur la solidarité aussi à l'intérieur de cette maison d'association,
en s'appuyant sur les piliers que sont les membres fondateurs, donc le CDTIM notamment, IPAM, qui est Initiative pour un autre monde, qui fédère plusieurs associations et personnes, et comme son nom l'indique, s'est avancé dans les forums sociaux au nom de la recherche d'un autre monde à créer, et en même temps les 80 associations qui sont membres du CICP. On peut dire que l'orientation du CICP, moi j'appelle ça de l'hospitalité militante, parce que à côté des 80 associations qui sont membres et dont certaines ont des locaux dans la maison, en dehors d'elles, on accueille régulièrement des mouvements sociaux. Par exemple, il y a des permanences pour les sans-papiers. On a au moment des mouvements lycéens, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ou 4, on a accueilli de façon bénévole, gratuite, accueillant donc des assemblées générales de lycéens. La COP 21 aussi avait son siège, si on peut dire. Enfin, il y avait un pôle d'accueil de la COP 21 au CICP. Donc, chaque fois, les mouvements sociaux sont très présents et accueillis ponctuellement ou dans une certaine durée. Et aujourd'hui, dans le cadre du FSM, on a ouvert la porte, tout en prenant toutes les précautions nécessaires face au virus, on a ouvert la porte pour des rencontres annexes, pour des expressions, dans le cadre du FSM. Alors, il s'agit le CICP, qu'est-ce que c'est? C'est en soi une association qui anime la vie de la maison où se retrouvent donc 80 associations qui viennent d'un peu partout, qui sont impliquées dans des actions un peu partout, mais il ne s'agit pas de les contrôler. Donc, chaque association a sa vie propre et on essaye quand même qu'il y ait aussi quelque chose de commun. Ce mot de commun, c'est important. Il s'agit de permettre aux associations d'agir en toute indépendance, mais en faisant partie d'un collectif mobilisé. Et ça, c'est important parce qu'on ne veut surtout pas que ça soit une maison où chaque association vient travailler dans ses bureaux. Et c'est un risque parce que toutes les difficultés qu'on connaît à l'époque actuelle peuvent entraîner cette séparation, ce fonctionnement un peu en silo. Donc, on crée aussi des moments, des occasions de rencontres et d'actions communes aux associations de la maison. Alors, le caractère collectif, justement, de la semaine anticoloniale et antiraciste fait complètement écho à notre fonctionnement. C'est d'offrir la possibilité matérielle à des associations ou des organisations de se réunir, de mettre en commun leurs idées, leurs actions. Et on peut dire que c'est un enjeu assez fort dans cette période où, comme je le disais, on est plutôt incité presque à la concurrence et en tout cas à l'action séparée. C'est aussi vrai en ce qui concerne notre participation au FSM, car le CICP est un lieu historique du mouvement altermondialiste. Depuis le premier FSM, le CICP s'est articulé avec des organisations issues de différents mouvements et elle a participé à consolider les liens à l'échelle internationale. Notamment au FSM de Tunis, le CICP a été très présent, très actif. Alors, on peut dire ce que le CICP souhaite apporter via la semaine anticoloniale et le FSM, c'est de pouvoir faire dialoguer le mouvement altermondialiste, les organisations qui s'inscrivent dans le mouvement de décolonisation et peut-être aussi les organisations antiracistes, notamment les associations de racisés. Alors, en terminant la partie CICP sur cet aspect des associations de racisés, ça me permet d'enchaîner sur l'UJFP, qui est une organisation antiraciste et anticolonialiste. Alors, l'UJFP, c'est une association juive laïque, dont les membres ne sont pas tous juifs, mais qui se rassemblent pour porter une parole juive dans les mouvements sociaux, avec comme boussole la lutte contre tous les racismes et toutes les oppressions. Alors nous sommes antisionistes, donc anticoloniaux, au sens où nous nous opposons à l'idéologie qui a permis que se construise au Moyen-Orient un État, Israël, qui a expulsé des centaines de milliers de ses habitants autochtones, les Palestiniens, et où seuls les Juifs jouissent de tous les droits. Comme d'autres Juifs de par le monde, nous ne reconnaissons aucune centralité juive à l'État d'Israël et nous contestons la prétention de cet État à s'exprimer en notre nom. Je vous donne 2 exemples concrets
de cette ingérence d'Israël dans la vie des Juifs et des États autres. Par exemple, récemment, il y a eu un acte antisémite dont tout le monde a entendu parler. Un jeune livreur a refusé de livrer à des Juifs un repas de restaurant parce que c'était des Juifs. Donc ça, on le condamne au plan, en tant qu'acte antisémite. Mais il y a eu un rassemblement de la bonne société strasbourgeoise, ça s'est passé à Strasbourg, et voilà-t-il pas que un chargé d'études, pardon, pas d'études, un chargé d'affaires, un attaché de l'ambassade d'Israël en France, a participé à ce rassemblement. Au nom de quoi? Au nom d'Israël, mais qu'est-ce qu'Israël vient faire là-dedans? Et pire encore, en 2017, à la commémoration annuelle de la rafle du Veldiv, qui a eu lieu, comme chacun sait, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Macron, qui, soit dit en passant, commence son discours par « Merci, monsieur le Premier ministre d'Israël, cher Bibi ». Donc familiarité, ça, passons, mais ça montre que donc le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, était là, que Macron l'a salué. Et bon, mais ce qui était important, disons, c'est que Macron, à cette occasion, a reconnu la complicité de la France dans la déportation des Juifs de France, comme l'avait déjà fait Chirac, en allant un peu plus loin, et en particulier son rôle exclusif, sans aucun nazi, mais un rôle des Français, de la police française, de l'arrestation massive ce jour-là, qui a entraîné la mort de plus de 13 000 juifs français, pas forcément français, mais enfin juifs qui étaient en France, qui sont morts en déportation. Donc, ces exemples nous incitent à récuser complètement le droit de ces représentants d'Israël à parler à notre place. Ils viennent en France, ils ont des relations avec le gouvernement français, avec le CRIF, qui est l'agence du gouvernement israélien en France, et c'est quelque chose que nous critiquons fondamentalement. Alors, on participe chaque année à la semaine anticoloniale et antiraciste. On a l'occasion d'échanger, et c'est ce qui nous semble important, d'échanger avec d'autres groupes qui militent contre le colonialisme et l'occupation dans d'autres pays qui ont été cités par Claude, par déjà avant moi, et notamment aujourd'hui, on parle du Sahara occidental, un peu en pointe dans les questions décoloniales. Nous agissons en lien avec d'autres organisations juives antisionistes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il en sera question lors de l'intervention de Pierre Stamboul dans le grand débat transversal de la semaine anticoloniale le samedi 6 février et aussi lors de l'intervention de Jean-Guy Grelsamer dans la soirée UJFP du 9 février. La Palestine sera aussi à l'honneur dans la soirée inaugurale de la semaine anticoloniale antiraciste le vendredi 5 février avec un film présenté par la coopérative Andine sur les dates de Palestine et la présentation de la résistance culturelle en Palestine, animée par ATL Génine, avec aussi les Amis des Arts et de la Culture de Palestine. Donc, je vais maintenant parler de l'autre axe de l'UJFP, qui est l'antiracisme politique. Alors, comment nous concevons l'antiracisme politique? C'est d'abord une analyse politique du racisme comme construction de domination sociale. C'est le racisme de la colonisation fondé sur le mépris des peuples que la France a colonisés et esclavagisés. C'est le racisme vis-à-vis des descendants des peuples colonisés. C'est le racisme à l'égard des migrants d'où qu'ils viennent, comme s'ils menaçaient une intégrité, identité fantasmatique française. C'est le racisme à l'égard des Juifs, qu'ils se manifestent franchement ou se déguisent en philosémitisme. Alors, l'antiracisme politique, c'est aussi une ligne de conduite pour nous qui ne fait pas le tri entre les différentes formes de racisme. Par exemple, en dénonçant la manipulation de l'antisémitisme par tous ceux qui en font un cas à part et qui emploient l'expression le racisme et l'antisémitisme. Nous disons que l'antisémitisme fait partie du racisme. Nous sommes concernés au premier chef, bien sûr, par l'antisémitisme, mais nous contestons son traitement particulier, voire à ce sujet la médiatisation d'actes antisémites en France comparée à celle des attaques islamophobes. C'est un deux poids, deux mesures inacceptable. L'antiracisme politique, c'est aussi une alliance, un soutien aux luttes menées par les groupes racisés qui se positionnent dans les mouvements sociaux sans pour autant être reconnus comme des acteurs à part entière de ces mouvements.
C'est pourquoi nous sommes attentifs aux analyses qui vont à la racine de la production du racisme et dans la démystification des faux combats ou des dénonciations superficielles, comme celle qui consiste à ne voir le racisme que dans les discriminations, ce qui a été bien expliqué par Norman Ajari, ou de ne voir le racisme que dans les violences policières, enfin le mettre en avant les violences policières, comme l'a fait Franco Lolia dans un entretien récent à l'occasion de son procès. Ces manifestations du racisme renvoient à sa source institutionnelle, c'est pourquoi on parle de racisme d'État, c'est pourquoi il est important de souligner l'expression autonome des organisations racisées. L'antiracisme décolonial, c'est aussi une mobilisation aux côtés de celles et ceux qui sont attaqués par la droite et par une partie de la gauche bien pensante, dans leur persistance à professer un universalisme qui ne fait que puiser dans un fétichisme nationaliste qui s'est choisi les musulmans comme bouc émissaire des crises de la période actuelle. C'est ainsi que nous avons dénoncé la dissolution du CCIF par le gouvernement sur des motifs totalement fantaisistes, en en faisant un allié du djihadisme, alors que c'est une organisation de défense des droits des personnes victimes d'islamophobie. C'est ainsi aussi que nous avons publié sur le site de l'UJFP une tribune d'Ouria Boutelja, déprogrammée par Mediapart, et que plus généralement, nous soutenons son droit à la parole publique contre celles et ceux qui l'insultent en déformant sciemment ses propos, par exemple le Printemps républicain. Dominique Nathanson, un de nos membres, a publié aujourd'hui sur le site du l'UJFP un texte où il a très bien souligné comment notre gouvernement profite de chaque attentat terroriste pour mettre au pas toute contestation issue des quartiers populaires, quartiers dans lesquels donc vivent beaucoup de descendants décolonisés par la France. Ces quartiers qui reproduisent douloureusement l'ordre colonial, c'est-à-dire la gestion séparée des populations. Et enfin, je dirais que notre anticolonialisme et antiracisme, c'est un positionnement sur l'antiracisme décolonial qui regarde en face la subsistance dans la société française d'un complexe de supériorité ouvrant droit à tenir en laisse plusieurs gouvernements d'Afrique francophone dans des échanges gagnant-gagnant avec les élites de ces pays, au mépris de leur peuple, que ce soit là-bas ou ici. Notre participation régulière au FSM est ancrée dans ce positionnement afin notamment d'approfondir les liens que nous entretenons avec des organisations et militants et militantes de ces pays et d'en tisser de nouveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup Sonia pour cette intervention qui était très complète et qui effectivement montre l'importance de la complémentarité de ces combats. Et donc effectivement le fait que d'avoir des espaces comme le CICP ou ces espaces comme la semaine anticoloniale et antiraciste, cela permet à des mobilisations larges et des réflexions et des confrontations d'idées. Ben justement, on va passer sur... je vais donner la parole à Michel de Caster, qui est secrétaire général de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, la FASPA, et qui a une longue expérience de la mobilisation au sein de la semaine et qui a été notamment une personne importante pour la création du nouveau collectif qui essaye justement de relancer cette dynamique. Je te laisse la parole, Michel. Merci et bonjour à tout le monde. Donc effectivement, la FASPA a été tout à fait dans sa logique d'association anticolonialiste et anti-impérialiste de participer à la création de cette semaine il y a maintenant plus de 15 ans, 16 ans. Tout à l'heure, tu parlais de 20 ans, je ne sais plus si c'est 20 ans, mais enfin, on ne compte pas les années, puisque quand on aime, on ne compte pas. Donc, j'ai intérêt à ne pas compter. Donc, on a fait cette semaine anticoloniale et qui a pris une ampleur au fur et à mesure des années formidable, une ampleur qui était tout à fait logique parce qu'en fait, se sont rassemblés dans ce collectif qui s'appelait Sortir du colonialisme, se sont rassemblés des associations, des organisations qui soutenaient des luttes à travers le monde avec en fait, c'est pratiquement sur tous les continents que cette semaine anticoloniale exprime des résistances à des peuples en lutte et à des résistances contre en fait l'ordre établi
et c'est caractéristique que toutes nos organisations, eh ben, elles n'ont jamais le droit, elles, à être mises en lumière dans les médias, à la télé, dans les radios, dans les journaux. C'est pas là qu'on nous retrouve. Bien souvent, on retrouve des organisations qui ont droit à passer à 28 minutes ou autre. C'est plutôt des gens qui défendent des causes qui sont parfaitement justes, mais qui ne remettent pas l'ordre établi en cause. Et c'est ça qui un peu caractérise ces organisations. En fait, ce sont des résistances importantes dans le monde parce que, par exemple, au niveau des choix politiques, économiques du monde capitaliste, avec cette mondialisation, elle existe depuis des lustres et on retrouve au sein de ce qui se passe pendant les semaines anticoloniales, aussi bien ce qui s'est passé à l'époque du commerce triangulaire, à l'époque de la colonisation, qui était un peu la fille naturelle du commerce triangulaire et de la traite négrière, et puis avec son appareil mutant, le néocolonialisme qui existe. Et quand Chirac il a voulu faire sa loi, ça nous a effectivement donné un coup de fouet pour se dire, mais ils vont quand même pas insister auprès de la population de chez nous, en France, pour faire croire aux gens que le colonialisme, c'est fini. Non, le colonialisme, il est toujours là, ses effets dévastateurs sont là, et c'est bien ces regards croisés qui existent pendant la semaine anticoloniale. Et en fait, on retrouve des croisements de lutte. Notamment, tout à l'heure, vous avez évoqué les uns et les autres, la Kanaki, donc le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui lutte contre la vente de l'usine qui fait la transformation du nickel pour garder la maîtrise de ses ressources naturelles. Parce qu'effectivement, l'extractivisme, ça a été la marque de fabrique du colonialisme. Le colonialiste, il racontait qu'il allait bien sûr porter la civilisation, comme s'il n'y avait pas de civilisation là où il allait, mais c'était surtout qu'il allait puiser les richesses. Et maintenant que beaucoup d'États sont devenus indépendants, ben ce n'est pas pour ça que l'appétit des grosses entreprises capitalistes, elles se sont assouvies et qu'elles laissent les populations. On connaît un peu plus, nous, ce qui se passe en Afrique, et ben on s'aperçoit que là où il y a des guerres en Afrique, c'est là où il y a le plus de richesses naturelles, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, le bassin du Congo, tous ces endroits où il y a des richesses naturelles, eh bien c'est là qu'il y a des conflits et c'est là que en fait, est organisé un chaos permanent. Donc ce salon, cette semaine anticoloniale, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle s'est développée, avec plein de diversité, et la semaine, et son grand temps fort était la Bellevilloise. On n'a plus la chance d'avoir les moyens financiers d'aller à la Bellevilloise, puis bon, on n'a pas les moyens cette année de toute façon de la tenir, mais quand même, c'est bien qu'on est très politique dans nos organisations, puisque Mme Pécresse, dans sa campagne électorale, elle avait dans son programme la suppression de la subvention à la semaine anticoloniale. Et elle a tenu sa promesse, elle a supprimé la subvention à sortir du colonialisme. C'est pour ça qu'on ne peut plus avoir les moyens de faire pendant 2 jours ce grand rassemblement d'organisations, avec aussi l'aspect culturel, puisqu'il y avait des librairies, 2 librairies qui exposaient et qui vendaient des livres. Il y avait des débats, il y avait une douzaine de débats et tables rondes pendant les 2 jours. Il y a eu des expositions de peinture, il y a eu la remise du prix. Et effectivement, on pointait sur le site de Sortir du colonialisme toutes les perles, entre guillemets, les perles racistes qui avaient pu être sorties par telle et telle femme ou homme politique, parce que ça, au niveau des femmes et des hommes politiques, ils sont à égalité pour sortir des trucs racistes, et également même des artistes ou des soi-disant philosophes. On a eu plusieurs primés, hein, on a eu des lauréats et très très nombreux, parce qu'ils se bousculent pour être les racistes sur les médias, c'est incroyable comme il pouvait y en avoir. On a eu Nicolas Sarkozy, on a eu Emmanuel Valls, Nadine Morano naturellement, Alain Finkielkraut, à qui d'ailleurs nos camarades sont allés remettre à France Culture le casque du colonialisme, puisque c'était le prix qu'ils gagnaient, ces gens-là. Et cette semaine, elle s'est développée au-delà de Paris et de sa banlieue, puisqu'il y a eu des initiatives à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Annonay, Elbeuf, Le Havre,
Chalette-sur-le-Loing, Bordeaux, etc. Donc, je dois en oublier d'ailleurs parce que je n'ai pas retrouvé plus loin ça dans mes archives. Mais il y avait également des présentations de films. Enfin, nous, au niveau de la FASPA, on avait un cycle de cinéma tous les mois. Et donc, on a toujours, quand on a le droit de faire du cinéma, et donc, on a passé des films comme Cameroun, autopsie d'une indépendance, qui parle de la guerre que la France a menée au Cameroun pendant 15 ans. Et ça, les gens découvraient que la France avait mené une guerre au Cameroun, oui, 5 ans avant l'indépendance et 10 ans après. On a passé la bataille d'Alger, on a passé des films sur l'extractivisme comme Je veux ma part de terre qui parle de Madagascar. Le film, j'en ai encore en tête, Le souvenir encombrant d'une femme de ménage qui évoque la Guadeloupe et les descendants d'esclaves. On a passé des films sur les problèmes de mutilation génitale, notamment au moment d'initiatives qu'on avait, puisque la semaine anticoloniale, elle se passait souvent en mars plutôt qu'en février. C'était fin février, début mars. Et on faisait des initiatives qui s'appelaient Femmes en résistance. Et là, on a pu évoquer différentes questions. Les luttes des femmes de Djibouti qui dénonçaient les viols des militaires djiboutiens sur les femmes afars, puisque les afars sont des opposants au régime de dictature de Omar Guelleh. On a parlé des Tunisiennes qui se sont battues pour chasser Ben Ali et amener un régime démocratique en Tunisie. On a fait un hommage à Dulcie September, la représentante de l'ANC qui a été assassinée en France en mars 88. Et d'ailleurs, son assassinat est toujours, comme tous les autres représentants de mouvements démocratiques qui ont été assassinés en France, eh bien, il n'y en a aucun qui a été élucidé. Et puis cette semaine, elle avait également cet aspect de manifestation antiraciste et pour la régularisation des sans-papiers qui clôturait la semaine. Et c'était aussi un moment très important. Donc voilà, il y a eu des belles rencontres. Je pense que c'est depuis la semaine anticoloniale que régulièrement, il y a des initiatives entre les militants, les jeunes Sahraouis en France et les jeunes Kanaks qui effectivement ont une même lutte, puisque ce sont deux peuples qui sont colonisés, c'est des peuples qui sont inscrits sur la liste, leur pays est inscrit sur la liste des territoires à décoloniser, et la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki Nouvelle-Calédonie fait partie. Faut dire que la France, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, elle date du 14 décembre 1960 et nous sommes en 2020, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans que cette résolution a été posée et que la Nouvelle-Calédonie, qui est aujourd'hui un territoire non autonome, n'est toujours pas décolonisé et que la France s'arrange pour faire en sorte de maintenir de maintenir sa prédominance. Également, la France a toujours soutenu la colonisation du Sahara occidental, que ce soit à l'époque de la colonisation espagnole ou que ce soit avec celle de la colonisation marocaine. Et je crois que la France, elle a toujours, et c'est pour ça que notre travail, c'est d'expliquer à la population chez nous en France que la France, elle est restée foncièrement, à travers sa classe politique, elle est restée foncièrement, jusqu'à gauche même, elle est restée foncièrement colonialiste. Et donc, le colonialisme et le racisme, c'est vraiment des choses qui vont tout à fait ensemble et qu'il faut vraiment toujours dire que ce racisme, il a eu pour base le prétexte de la colonisation, ça a été de créer le racisme pour avoir le prétexte de coloniser les peuples à travers le monde. Voilà ce que j'avais en gros à vous dire sur cette semaine anticoloniale à travers toutes ces années qui nous a rassemblés. Et cette année, je veux saluer le rajeunissement de l'équipe d'organisation qui a été vraiment formidable et qui a su saisir l'opportunité, s'adapter au moment, c'est-à-dire ce moment de confinement obligé, et à travailler et à faire une semaine anticoloniale à travers le web et avec le soutien donc de Théo qui va parler après moi, je crois bien. Et donc c'est vraiment chouette de voir ce rajeunissement de l'équipe d'organisation de la semaine anticoloniale. Bravo à toutes celles et ceux qui l'ont préparé cette année. Merci
Merci Michel pour ton intervention. Très complète aussi sur cette histoire de la semaine et de ses enjeux. Comme tu l'as dit, la semaine a eu une ampleur qui a été donc exponentielle et très reconnue. Elle a eu un passage un petit peu avide après le décès de Gisèle Fellender, qui était une de ses coordinatrices. Mais malgré ça, en sa mémoire, on s'est toutes et tous mobilisés pour que cette semaine continue à vivre, parce qu'on pense qu'elle est importante, et comme tu l'as dit, Michel, elle a été reprise dans différentes villes et plus largement. Et donc, on va passer la parole effectivement à Théo Lubin, qui est donc militant décolonial, qui est président du comité d'organisation du 10 mai, donc sur la question de la mémoire de l'esclavage, qui est journaliste indépendant à Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio FPP, qui était partenaire de longue date de la semaine. Et on remercie Théo effectivement pour nous fournir la technique aujourd'hui. Je te laisse la parole, Théo. Oui, vous m'entendez? Bon, alors bonsoir à vous tous et à tous les auditeurs qui êtes à l'écoute de ce webinaire spécial. Spécial forum mondial social, forum social mondial. Alors, je vais moi juste vous partager une diapositive puisque c'est en 2005 que la semaine anticoloniale a débuté. Et c'est cette même année qu'en 2005, mon organisation avec le MIR, le Mouvement international pour les réparations, et nous n'étions pas encore le comité d'organisation du 10 mai, qui est aujourd'hui une association. On organisait justement le forum social à Ivry, un autre monde est possible, construisons-le ensemble. Ça m'a rappelé des souvenirs, ce forum de ce soir mondial. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager en premier lieu comment s'appelle ces images et ce retour à la période de 2005, lorsque la semaine anticoloniale a commencé. Un mois avant, nous étions sur le forum social à Ivry. Voilà. Alors, je vais revenir sur le direct et je ne sais pas si on va me voir, alors je vais essayer de me mettre en panéliste, mais je n'y arrive pas, donc c'est pas grave. Je vais continuer. Je suis le président d'une association qui s'appelle Comité d'organisation du 10 mai. Alors, cette association, elle est née en 2006, puisque c'est la date qui va être attribuée une journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais pourquoi? Parce que c'est en 2001 que le gouvernement français adopte la loi dite Taubira 2001-434, celle reconnaissant le crime de l'esclavage et de la traite, comme crime contre l'humanité. Donc, d'ailleurs, c'est cette même année, en 2001, qu'a été organisée la première conférence de Durban, où, en tant que membre du mouvement international pour les réparations aussi, j'ai pas participé, mais les membres y sont allés, et cette conférence de Durban contre le racisme et les discriminations et la xénophobie qui y est liée était le thème de cette conférence, et aujourd'hui rien n'a changé. Donc c'est pour vous faire un petit parcours de militant, puisqu'on on me cite comme un militant décolonial. C'est depuis 2001 que nous nous organisons à Paris avec le MIR, le Mouvement international pour les réparations, pour organiser les commémorations publiques en place parisienne.
Et donc, nous avons commémoré chaque année, depuis 2001 jusqu'à 2005, le 23 mai. Et puis, quand est arrivée la journée nationale du 10 mai, nous avons structuré le comité d'organisation du 10 mai. Et en 2006, nous avons organisé la première marche convoi pour les réparations à Paris pour célébrer, commémorer cette date. Donc, on a réalisé d'autres marches chaque année jusqu'en, on va dire, 2011, parce que c'est en 2011 aussi que nous organisions à l'UNESCO la commémoration de la première décennie de l'adoption de la loi Taubira 2001-434. Et c'est cette année-là aussi que nous allions organiser le congrès de Nantes, où nous étions aussi, nous participions à la marche des esclaves à Nantes, avec la fille de Malcolm X et d'autres invités à une délégation. Et ce jour-là, en 2011, ça a été très important parce que la veille, nous étions à Nantes, le lendemain, nous étions à l'UNESCO. En 2013 aussi, nous avons aussi organisé par le biais, puisque c'est là maintenant que qu'on va rejoindre la semaine anticoloniale, puisque c'est en 2013 que nous avons organisé notre première semaine pour la reconnaissance des victimes de l'esclavage et de la du colonialisme et de l'esclavage colonial au Parlement européen de Bruxelles. C'était sous l'initiative de l'ancien eurodéputé Jean-Jacob Bicep et Eva Joly. Donc cette année-là aussi, en 2013, nous étions au Parlement européen pour faire reconnaître que si la France avait reconnu que l'esclavage et la traite étaient un crime, il fallait que les Européens reconnaissent aussi. C'est cette année, c'est l'année dernière plutôt, c'est le 20 juin, je crois, que l'eurodéputé qui faisait partie des signataires en 2013 a lancé, a fait reconnaître le Parlement européen que l'esclavage était un crime et la traite était un crime contre l'humanité. Donc voilà, c'est un parcours qui commence en 2013 pour nous, comité d'organisation du 10 mai avec la semaine anticoloniale. Et pourquoi? Parce que à la base, je suis producteur, régisseur, événementiel, et comme le disait Sylvain, je suis à la radio FPP, Fréquence Paris Pluriel, où j'anime des émissions comme Doubout, qui est diffusé en direct tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30, et l'émission Tambou Créole, la revue de presse de l'actualité des Outre-mer, qui est diffusée tous les vendredis en direct de 15h à 16h et qui est animée par Georges Joutet et Chloé Masséno. Donc ça, c'est un peu le parcours de mon existence en tant que militant. Et donc, je rejoins la semaine anticoloniale en 2013 parce que je suis à la radio et je travaille je suis très proche de Gisèle Fellenler, notre regrettée coordinatrice de la semaine anticoloniale, puisque moi j'agissais en tant que régisseur technique dans les salons anticoloniales et je faisais en sorte que la diffusion sur la radio soit émise chaque salon qu'on a organisé depuis 2013 jusqu'à 2019. Date de nos derniers événements au CICP. Donc voilà, c'est un peu le parcours que j'ai en tant que militant et à vrai dire, là aujourd'hui, moi j'interviens, mais je ne sais pas si la personne qui doit me succéder, Mireille, est présente. Donc si elle n'est pas présente, je vais déborder sur son intervention. Et moi, en tant que technicien, je participe justement à la continuité des luttes anticoloniales, puisque en tant que militant décolonial, c'est ma fonction pour moi en tant que technicien. Et c'est comme ça que j'interviens pour
pour mettre en place cette série de webinaires qui va être diffusée bientôt dès le 5 février jusqu'au 13 sur notre page Facebook de la semaine anticoloniale de 2011. Voilà, alors c'est pour revenir à Ghislain, puisque je t'ai laissé c'est toi qu'on voit en fait, c'est pas moi. Donc je vais voilà, c'était une présentation de nos activités du comité d'organisation du 10 mai, qui, je dois le rappeler, puisque on parle du 10 mai, cette année c'est la double décennie de la loi Taubira de 2021-2001. C'est la double décennie de la loi Taubira 2001-434 et nous nous organisons à mobiliser la communauté, on dit française, puisque qu'elle soit des Outre-mer ou de France, nous sommes tous français, à rejoindre une pétition que nous avons mis en ligne qui sur change.org, qui est un jour férié pour tous les Français. Parce que le 10 mai est une date nationale qui est commémorée par les ultramarins à l'heure actuelle, mais qui devrait être commémorée par tous les Français. Et pourquoi les arguments qui nous permettent de demander et de réclamer cette date fériée, c'est que en fait, chaque département d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Guyane ont un jour férié de plus que tous les Français. Et donc, nous trouvons ça, c'est pas constitutionnel, c'est pas constitutionnel pour nous. Donc, nous avons lancé cette pétition le 8 janvier dernier avec un collectif de maires de région de Bourgogne qui ont monté une association au nom de Mémoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire. Et cette association rassemble les maires de 13 communes, dont un sénateur, qui ont lancé cet appel au 10 mai, au jour férié et chômé. Donc, nous avons suivi cet appel parce que c'est ensemble que nous travaillons avec ce collectif d'associations dont j'oublie pas les Amis des Antilles, qui est vraiment l'organisation qui a pu mettre en place ce groupement de maires, l'association Les Amis des Antilles qui se trouve en Saône-et-Loire. Et donc aujourd'hui, cette pétition qui a été lancée le 8 janvier, c'est pas pour cette date, elle a été choisie spécifiquement parce que c'est la date où le pape Nicolas V décrète que les Africains subsahariens deviendraient esclaves. Ça veut dire seraient des esclaves. Donc, on a choisi cette date spécifiquement pour rappeler que le 10 mai, nous réclamons un jour férié, mais aussi le comité d'organisation du 10 mai, pour en terminer, a suivi aussi l'action de Franco Lolia qui a on va dire dégradé la statue de Colbert qui prône devant l'Assemblée nationale, et aujourd'hui il est en procès et il devait avoir un procès le 18 janvier dernier. Malheureusement, ils ont reporté pour une troisième fois ce procès au 10 mai. Alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que je pense pas qu'ils aient choisi cette date parce que c'était le calendrier où ils ont choisi cette date spécifiquement pour que ce jour-là, on fasse du bruit et on fasse entendre que les Français, comme tous les ultramarins, doivent avoir un jour férié à l'égalité de tous les départements d'outre-mer. Donc voilà, c'était pour faire ma présentation. Je suis pas réellement comment s'appelle
comment ça s'appelle, un panéliste, ça veut dire un intervenant, puisque généralement, je les fais intervenir dans tout ce que j'organise, mais il faut parfois que j'intervienne pour qu'on sache un peu qui je suis. Merci beaucoup, Sylvain. Là, j'arrête là parce que je crois que j'ai débordé. Merci Théo d'être intervenu, et c'était aussi pour souligner un peu tout le travail que tu fais, ainsi que le comité du 10 mai et la radio FPP pour justement faire vivre la Et le CICP. Et le CICP, puisqu'effectivement le comité permet, est une association qui est adhérente au sein du CICP. Nous aurions dû avoir Mireille Fanon-Mendès-France, qui est donc présidente de la Fondation France Fanon, avec nous. Elle est actuellement en Martinique. Elle avait confirmé son intervention, et elle avait même envoyé un message aujourd'hui sur notre liste. Et je ne sais pas si je pense qu'elle a eu un souci de connexion. Donc, on demandera peut-être à Mireille si elle avait préparé un texte, on diffusera à la fois sur la page Facebook de la semaine. Et voilà, et donc c'était pour nous, si on voulait que Mireille Fanon-Mendès-France intervienne, c'était aussi sur le fait que tous les 2 ans, la Fondation France Fanon donc, donnait son prix lors du salon anticolonial. Donc il y a eu un des derniers en date, ça a été le prisonnier politique amérindien Léonard Pelletier, et un de son porte-parole ainsi que d'autres personnes étaient venues, et ça avait été une rencontre très très importante. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la question des peuples autochtones, et c'est vrai que la question des peuples autochtones avec le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques était, et d'autres associations étaient abordées un peu chaque année. Il y a eu des moments très forts, notamment à la fin de la lutte contre le Holduc Dakota Access Pipeline, donc aux États-Unis, dans le Nord Dakota. On avait pu diffuser un diaporama et apporter nos solidarités avec une des militantes qui avait été interpellée, qui s'appelle Red Phone, et qui est, après avoir passé plusieurs années dans un pénitencier fédéral, est actuellement sortie de prison, et elle est en semi-liberté. Donc le salon anticolonial a toujours été des moments de rencontre, comme l'a souligné Michel de Caster tout à l'heure. Donc effectivement, entre les jeunes Kanaks et les jeunes Sahraouis, mais il y a eu des rencontres aussi entre les peuples autochtones qui ont été très importantes, notamment la rencontre du mouvement des jeunes Kanaks en France avec les jeunes autochtones de Guyane. Et les jeunes autochtones de Guyane, à ce moment-là, étaient mobilisés contre le méga projet minier qui s'appelle Montagne d'Or. Et ces rencontres ont été très fructueuses et continuent à s'organiser maintenant. Donc en fait, on est très heureux d'avoir partagé un peu toutes ces histoires avec vous. Comme l'a dit Théo, on a une première session qui a été de la semaine anticoloniale pour 2021, qui va se tenir en virtuel du 5 février jusqu'au 13 février prochain. Donc on vous invite à aller sur la page Facebook où vous retrouverez le programme complet là, très bientôt. Normalement, il était finalisé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire, à participer, et en espérant que la situation sanitaire s'améliore, on voudrait faire un salon anticolonial et peut-être d'autres activités en présentiel à partir du printemps, peut-être mai, juin. Donc, restez connectés avec nous, et pour faire vivre cette solidarité, pour faire vivre l'anticolonialisme, faire vivre l'antiracisme et bien sûr ces déclinations décoloniales. Alors, il y a eu très peu de questions. Je vais juste donner la question qui a été posée. C'est: croyez-vous que les jeunes issus de l'immigration aujourd'hui peuvent-ils s'approprier cette lutte, l'anticolonialisme en général? Donc, je ne sais pas si un des panélistes voudrait répondre à cette question.
Alors, pour les panélistes, il suffit de lever la main pour que je vous donne le micro, si vous avez des questions. Ah, j'ai un panéliste qui a une question, c'est Sonia. Sonia, tu ouvres ton micro et tu poses ta question. Sonia Feynman. Elle n'a pas enlevé son micro. Non, je ne veux pas poser une question, je veux répondre à la question. On t'attend? Oui, c'est possible de répondre à la question. Moi, Vas-y Sonia, oui. Vas-y Sonia. Enfin, je vais répondre. Je vais donner une réponse, mais je pense qu'il y en a d'autres. La question, c'est est-ce que les jeunes des quartiers populaires, si j'ai bien compris, peuvent, ou descendants de l'immigration et de la colonisation, est-ce qu'ils peuvent adhérer à l'anticolonialisme en général? Moi, je crois qu'ils ne vont pas adhérer de façon générale, parce qu'il y a un aspect quelquefois abstrait de parler du colonialisme, de l'anticolonialisme, de la décolonialité. Mais les jeunes, enfin, on l'a vu cette année notamment, à cause à la suite des violences policières, on a vu beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés, d'ailleurs que ce soit des quartiers populaires ou d'autres. Il y a eu un énorme élan de solidarité et de critique des violences policières. Donc, c'est sur des choses qui les concernent directement. On voit par exemple que beaucoup de jeunes sont mobilisés sur les questions du climat, de la sauvegarde de la planète. Donc, je pense que les jeunes, quand ils se sentent concernés par une question, ben, ils peuvent se mobiliser. Et donc, la lutte anticoloniale, ça peut les intéresser si, par exemple, des jeunes dont les parents sont originaires d'un pays qui a été colonisé, ils peuvent être particulièrement concernés sur ces aspects-là. Les jeunes qui sont mobilisés, enfin conscients de ce qui se passe en Palestine, par exemple, c'est quelque chose que je vois assez bien. Ben, ils sont aussi amenés à être dans les luttes anticoloniales à partir de quelque chose dont ils se sentent proches. Voilà, c'est un aspect, je pense, de la réponse à la question. Moi, j'ai peut-être un exemple à donner pour aller dans le sens de ce que dit Sonia, c'est-à-dire quand les jeunes, ils sont pas seulement concernés, c'est qu'ils sont au courant. Moi, j'ai eu l'exemple, par exemple, de quand je suis allée au Sahara occidental occupé, à l'époque, on pouvait encore y aller, maintenant on ne peut plus y aller, on n'a plus le droit. Mais ma petite fille avait voulu aller avec moi, elle avait 16 ans à l'époque, et quand elle a rencontré ces jeunes Sahraouis qui faisaient cette intifada pacifique, qui se faisaient arrêter, tabasser, qui témoignaient de leur volonté d'avoir le droit au référendum d'autodétermination, elle est rentrée au lycée en septembre, elle est allée voir son prof d'histoire, qui est un gars très intéressant et qui toujours, lui, faisait toujours animer un club vidéo, un club arrêt sur image, qu'ils appelaient ça. Eh bien, elle lui a dit, voilà, moi je suis allée au Sahara occidental, je veux vous en parler. Et quand elle en a parlé avec son prof qui m'a invité à un club, j'avais amené avec moi un jeune Sahraoui qui faisait partie du campement de Guédé-Mizik. Eh bien, quand on leur a passé la petite vidéo sur ce campement, quand ce jeune Sahraoui il a témoigné de son vécu et de sa fuite en exil, bien obligé pour ne pas être arrêté et aller en prison, je vous assure que les jeunes, c'était des jeunes, ils étaient en première, je crois, ils étaient des jeunes en première, eh bien, quelques temps après, les filles, elles sont allées voir le président de la Ligue des droits de l'homme de la Drôme, à Valence, et elle leur a dit, elles ont dit au président de la Ligue, on voudrait que vous nous reteniez une salle à Valence pour faire un débat sur le Sahara occidental. Le gars, il ouvrait des yeux comme ça, parce que c'était des étudiants, enfin des lycéennes, qui lui demandaient ça. Et alors, donc vraiment, et c'est vraiment, et après les jeunes, ils se sont mobilisés, et une de ces élèves est allée à Sciences Po par la suite, et quand elle a su qu'il y avait des jeunes Sahraouis qui venaient en délégation en France, elle a proposé de faire une rencontre à Sciences Po. Et on a eu un débat à Sciences Po. Alors, il y avait des jeunes de différentes origines, mais il y avait 3 Marocains, 3 jeunes Marocains qui venaient du Maroc et qui ont été très contents de rencontrer des Sahraouis, poser un tas de questions. Ils n'ont pas été solidaires avec eux pour l'indépendance, ils voulaient simplement s'informer.
en tant que Marocains pour entendre un autre son de cloche que ce qu'ils entendaient chez eux. Donc, les jeunes, qu'ils soient des quartiers populaires ou d'ailleurs, les jeunes, à un moment donné, quand tout d'un coup, on leur amène des informations, et en plus, ce qui les révolte, c'est qu'ils disent, on n'en entend jamais parler. On n'a jamais entendu parler de ça. Et c'est ça qui les révolte le plus, c'est qu'on leur cache ça dans les médias. Voilà. Donc, les jeunes, dans la mesure où on leur amène, on leur apporte des explications et des informations, et ben après, ils grattent. Voilà. Claude, je crois que tu voulais prendre la parole. Oui, simplement pour aller dans le même sens qu'ont dit Sonia et puis Michel. Moi aussi, j'ai des expériences, mais qui peuvent être aussi inverses. Hein. Par exemple, sur les comités Palestine, dans les quartiers où on a eu peu de retours. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Je veux dire, c'est pas parce qu'on subit à un moment des choses, ou qu'on a subi, ou qu'on n'en a pas subi parce qu'on est né ici et parce que les parents sont d'origine, mais qu'on ne parle pas de tout ça. Il n'y a pas de génération spontanée à devenir anticolonialiste, ou etc. C'est les situations concrètes qui mettent ça. Et puis, ce qu'a dit Michel aussi, c'est l'information et l'éducation. Voilà. Donc là, on a un énorme boulot à faire. Ça ne se fera pas tout seul. Et je crois que, en tout cas, c'est pas parce qu'on est d'origine donnée, on peut y être plus sensible, que spontanément et en tout cas directement, on va se retrouver militer de manière continue. Et ça, c'est devenu un vrai problème aussi. L'organisation de la militance, comme on a pu connaître à une époque, hein, ça ne se passe plus comme ça. Donc il ne faut pas qu'on se fasse non plus d'illusions là-dessus, et en même temps, il ne faut pas qu'on pense que rien n'est possible. Je pense que la semaine anticoloniale, elle gagnerait aussi à peut-être se décentraliser. En tout cas, déjà, il a fallu la reprendre, et bravo à Sylvain et Pilor. Donc c'est important, mais il y a peut-être à imaginer comment on pourrait essayer de se lier avec des associations de quartier, ou des associations de lycéens d'ailleurs, qui pourraient nous permettre de toucher effectivement la jeunesse, et pas simplement déjà des gens convaincus, ce qui est peut-être toujours un des aspects un peu décourageants de ce qu'on fait à chaque fois. Et je pense que là, on a peut-être, avec tout ce qu'on a vu de mouvement de la jeunesse depuis 2 ans, à travers le mouvement climat, les mouvements de mobilisation antiraciste, hein, on en a vu quand même beaucoup là qui se sont passés cette année. Il y a certainement des liens à faire, des jonctions à faire si on veut progresser là-dessus. Henri, j'ai vu que tu voulais prendre la parole également. Oui, je voulais juste un tout petit peu compléter. Je crois que c'est pas spontané que les jeunes vont intervenir comme ça, mais il faut effectivement trouver les moyens de les inciter. Mais je crois aussi qu'il y a un autre aspect qu'il faut développer, c'est la nécessité que dans les manuels scolaires, dans l'éducation, dans les lycées, etc., on parle de la colonisation, pas simplement en 2 mots, en une séance d'une demi-heure, mais qu'il y ait vraiment une formation sur ce qu'a été la colonisation, ses conséquences, la base de la formation de cette colonisation et cet aspect de racisme inculqué de façon profonde. Et si on n'a pas un développement dans ce domaine, c'est vrai que ce sera toujours difficile à appréhender toutes ces séquelles du colonialisme que beaucoup de jeunes ne subissent sans forcément bien s'en rendre compte d'ailleurs actuellement. Ils sont victimes de discrimination, mais ils ne voient pas le lien entre, un certain nombre ne voient pas le lien entre leur situation et leurs origines d'indigènes, descendants d'indigènes, et le contexte d'aujourd'hui. Merci Henri. Si je peux me permettre. Oui, Théo. Oui, si je peux me permettre, parce que je vais essayer de donner un peu d'enthousiasme à ce que vous dites, puisqu'on parle de jeunesse, et on fait déjà avec le comité d'organisation du 10 mai et puis l'association Les Amis des Antilles de Saône-et-Loire un travail justement webinaire où on a fait intervenir des étudiants, enfin des scolaires et des historiens pour justement continuer à enseigner ces paramètres de coloniaux, qui veut dire quand vous parlez de la colonisation, quand on parle de la colonisation,
on rappelle que le mot colonisation vient du nom de Christophe Colomb, et donc on sait que c'est en 1794, le 12 octobre, d'ailleurs, date de la journée internationale pour les réparations que les organisations de la société civile ont mis en place en fait depuis le début des années 2010. C'est pour rappeler que quand on parle de décolonial et de décolonisation, c'est aussi décoloniser les esprits. Les esprits, ça veut dire, on parle de ceux qui ont produit la traite transatlantique et l'esclavage. Et aujourd'hui, seule la France a reconnu le crime. Et l'objectif est que tout le monde reconnaisse ce crime, comme récemment l'Europe. Donc, c'est important que ce travail, même s'il ne se voit pas, et il se fait, et cette jeunesse commence à être alertée. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, après la mort de George Floyd. C'est d'ailleurs là que le Parlement européen a décrété de reconnaître ce crime contre l'humanité. Mais il y a eu le mouvement des déboulonnages. Il y a eu des statues sont tombées. D'ailleurs, la statue de Schœlcher en Martinique, comment elle s'appelle, la femme de Napoléon, j'oublie son nom. Oui, mais bon, on n'était pas obligé de le rappeler. Mieux vaut oublier son nom. Et donc, voilà, il y a toute cette période qui fait prendre conscience à cette jeunesse que si on déboulonne, s'il déboulonne, parce que je dis pas que je déboulonne, moi, s'il y en a un que je déboulonnerais, c'est Napoléon qui va fêter son 200e anniversaire, là, je crois. Donc, pourtant, lui, c'était un colon parfait, puisqu'il a rétabli l'esclavage en 1802 en Guadeloupe, et puis il a pris sa première défaite le 18 novembre 1803 par Dessalines en Haïti. Donc, tout ça, c'est ce que nous cherchons à déconstruire au travers, parce que j'ai pas fait ma promo au travers de la semaine anticoloniale, puisqu'on a un programme qui s'appelle les cycles marronnage et réparation qui ont débuté en 2019 et qui ont été réalisés en présentiel au CICP à des dates spécifiques, et là maintenant en numérique. Et dans la continuité de ce cycle marronnage et réparation, nous mettons en place dès le 1er février le Black History Month. C'est le Black History Month avec laquelle nous avions programmé en 2013 la semaine anticoloniale, où ces premiers Black History Month étaient sortir du colbertisme, si je me rappelle, et du faucartisme. Donc voilà, c'était pour rappeler que ce combat, il est mené, hein, et la jeunesse en prend conscience. Et là aujourd'hui, le combat qu'on mène, c'est voilà, en diffusant nos activités décoloniales, je pense que on va atteindre un peu plus de public que si on le fait en présentiel, même si pendant quelques années, on a rempli comment s'appelle la salle déjà, La Villoise. la Bellevilloise. Oui, voilà. Donc il y a que lui qui a gagné, nous pas. Donc et maintenant on n'a plus de subventions. Donc imaginons-nous. Donc c'est pour vous dire que on a encore du travail si nous souhaitons remettre cette semaine en place. Et d'ailleurs dès le printemps prochain, comme le disait Sylvain. Et puis donner de l'optimisme dans notre combat, parce que je pense qu'elle arrive à son aboutissement grâce à justement cette loi. Je reviens sur elle, 2001-434, 20 ans, la loi Taubira qui reconnaît le crime colonial comme crime contre l'humanité. C'est le seul État dans le monde qui a légiféré sur une loi comme ça. Donc, on peut reconnaître que la France, l'État français a fait un petit pas, je dis un petit pas, parce que retirer l'article des réparations était vraiment la chose à ne pas faire, puisque pour nous, au Mouvement international pour les réparations, la justice, à partir du moment qu'on reconnaît un crime, le crime doit être réparé. Donc c'est dans ces objectifs que
nous vous invitons à suivre le programme des cycles marronnage et réparation qui commence du 1er février jusqu'au 25 février et dont d'ailleurs le 7 février, si je ne me trompe pas, il faut que je regarde mon programme. Le 7 février, nous allons rendre hommage à Cheikh Anta Diop et avec pour invité le docteur Victor Bissingué, diplômé d'études approfondies en sciences et de l'éducation, Diallo Diop, un militant panafricaniste, Rosa Amélia Plumel, et qui sera animé par Peter Lema du Cercle du Marronnage. Voilà, donc nous sommes la résistance, puisque comme nous a dit le président l'année dernière, nous sommes en guerre, donc le marronnage, c'est ce que nous faisons au travers de la semaine anticoloniale. Voilà, bon, je vais arrêter hein, parce qu'on a largement débordé sur le programme et c'est pas grave hein, puisque Mireille n'était pas disponible ce soir. Alors voilà, je rends la parole à Sylvain et merci de m'avoir invité sur cette table ronde. Voilà. Ben, merci Théo. Juste peut-être, puisque tu as mentionné Christophe Colomb et effectivement les statues qui sont tombées, ce qui est effectivement très intéressant, c'est que on a vu avec l'assassinat de George Floyd, donc avec les violences policières, qu'aux États-Unis, sous l'ère Trump, il y a eu justement un énorme mouvement de la jeunesse qui s'est mobilisé et qui a pris vraiment les racines du colonialisme comme symbole à détruire. Et donc, effectivement, ce sont les statues des esclavagistes qui sont tombées, ce sont les statues de Christophe Colomb, mais ce n'est pas... Donc, ça a été de façon populaire, etc., mais ça a aussi entraîné à ce que des villes aux États-Unis renoncent à célébrer la journée Christophe Colomb en octobre, à retirer officiellement les statues de Christophe Colomb donc des bâtiments publics. Et voilà, donc ça fait un peu un effet domino. Et tout ça, effectivement, c'est la jeunesse qui se mobilise, jeunesse racisée. Et avec, ça a été un combat, et c'est un combat effectivement, enfin pour moi en tout cas, qui me tient à cœur. La question des peuples autochtones est aussi importante. Ils ont réussi à prendre leur place, que ce soit dans les forums sociaux mondiaux, que ce soit dans la réflexion globale. Ils sont toujours en première ligne contre les projets extractifs ou les constructions d'oléoducs, et notamment pendant la semaine anticoloniale virtuelle qui va commencer le 5 février. Le 6 février, il y aura 2 militantes qui sont Tara Ushka, qui était avocate tribale, qui a été conseillère de Bernie Sanders, mais qui a tout lâché maintenant pour être dans des campements de résistance pour bloquer un oléoduc dans le Minnesota. Et il y aura aussi Canaus Manuel, qui est une militante décoloniale amérindienne de Colombie-Britannique, qui, elle, s'oppose à un oléoduc qui s'appelle Trans Mountain. Et ce qui est intéressant, on peut dire que c'est des choses qui sont lointaines, etc. Et ce qui est important, c'est que les différentes organisations sur le terrain, qui luttent sur le terrain, qui mettent leur corps et leur vie en danger sur le terrain, elles rappellent que les financements viennent souvent d'Europe, ou d'Asie avec le Japon, mais en tout cas sur les différents pipelines qu'il y a eu aux États-Unis, que ce soit le Dakota Access Pipeline, l'oléoduc Line 3, etc., ils ont été notamment financés par des banques françaises, et sur le pipeline au Canada, une partie du tronçon est construite par une filiale de Vinci. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même des liens, des actions que nous, on peut faire aussi ici en France, en solidarité avec les gens qui sont de le terrain. Et encore, pour revenir sur la question de la jeunesse, on voit de plus en plus de militants jeunes qui se mobilisent, et notamment ce sont notamment des femmes qui prennent vraiment la part dans le mouvement. C'est vrai qu'avant, c'était très masculin, la médiatisation était les porte-paroles étaient très masculins. Maintenant, il y a une nouvelle génération de femmes qui prennent vraiment en main
ces luttes, quoi, l'organisation de ces luttes. Et juste pour, un peu puisqu'on est dans le cadre du Forum social mondial, je voulais revenir sur le fait que la semaine anticoloniale, c'est une organisation qui est très horizontale. Il n'y a pas enfin, voilà, il y avait un réseau dont Henri était le président, mais vraiment, c'était la construction de la semaine se faisait en créant un programme commun avec différents collectifs, et donc il y avait voilà, il n'y avait pas une structure très très verticale, c'était vraiment une mobilisation qui se faisait à la base et sur la base des gens qui sont en lutte dans les mouvements sociaux et plus largement dans la lutte contre le racisme et contre le colonialisme. Je crois qu'Henri, tu voulais prendre la parole. Henri, tu rallumes ton micro, et il y avait un intervenant dans les spectateurs qui a levé la main tout à l'heure. S'il se manifeste, il pourra éventuellement intervenir. Il y a eu une petite allusion au problème du déboulonnage des statuts ou du changement de nom. Je crois que les noms de rues, il serait intéressant qu'il y ait une explication pourquoi une rue, à un moment donné, a eu ce nom-là. Ce serait beaucoup plus important et les problèmes de déboulonnage de statuts, etc., c'est pas ça forcément qui va changer, qui va faire que l'esprit colonial va disparaître. Il me semble qu'il serait plus important qu'on puisse avoir des musées ici ou là, et en particulier en France, ça devrait être une priorité, qu'on ait un vrai musée du colonialisme. Il y a des musées qui existent comme à Perpignan ou des choses comme ça sur la gloire de l'Algérie française, ce qui est un peu scandaleux. Par contre, ce dont il y aurait besoin, c'est un vrai musée du colonialisme qui explique comment ça s'est fait, quels sont les acteurs, etc., et qui aurait une vocation justement à montrer toute la honte qu'on devrait avoir de soutenir un tel mouvement. C'est la déconstruction coloniale. Alors, il y a Sonia qui voudrait intervenir. Sonia, tu allumes ton micro. Oui, merci. Par rapport à ce dont vient de parler Henri, je signale la parution récente de 2 ouvrages qui s'appellent l'un le guide du Bordeaux colonial et l'autre le guide du Troyes colonial, la ville de Troyes. Et ce sont des ouvrages qui sont réalisés par plusieurs militants décoloniaux, dont des membres de l'UJFP d'ailleurs, et qui justement font ce travail d'histoire expliquant à quoi correspond le nom de telle ou telle rue. Et donc, ça parcourt toute la ville et ça donne des explications sur les noms, soit de colonisateurs, soit de militants anticoloniaux. Michel. Je voulais intervenir pour revenir sur la question des jeunes et du croisement des luttes, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans mon intervention. Le 11 février, le jeudi prochain, on va organiser avec la Ligue panafricaine des jeunes, de la jeunesse panafricaine, on va organiser une rencontre, et c'est ça qui nous permet cette année, puisqu'on est privé de faire du présentiel. Et bien là, cette fois-ci, on va s'adresser et faire inviter sur vos écrans des jeunes d'Afrique. Il va y avoir une jeune femme, Michel Ébé du Cameroun. Il va y avoir un jeune du Togo, un rappeur et un journaliste sahraoui du territoire occupé, qui est donc, lui, par contre, en résistance en territoire colonial. Donc, il va y avoir cette rencontre entre ces jeunes-là qui vont parler de leur lutte, de leur pays, de ce qui s'y passe et de comment les jeunes y résistent. Et ils vont croiser leur regard. Donc ça, j'avais complètement oublié d'en parler tout à l'heure. Tu nous rappelles l'heure et la date? 19h, ce sera le jeudi 11, de 19h à 21h. D'accord, sur la page Facebook. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Ok. Voilà. Sylvain. Et moi, ce que je ne sais pas, parce qu'on a un peu de temps encore, et si personne ne parle, s'il n'y a pas de dialogue avec nos spectateurs, ben moi, je vous propose de leur montrer le diaporama, parce que peut-être qu'ils ne seront pas là à d'autres moments, et je voudrais bien, si c'est possible, de passer le diaporama de la semaine, une rétrospective des quelques années,
de nos affiches, des débats, et puis d'une figure qu'on aime beaucoup, qui n'est plus là, et qui est dans le diaporama. Si vous voulez le passer, si c'est possible, Théo. Oui, alors ça me demande quelques petites recherches, je Ah, reviens vers vous. Si Sylvain, tu veux continuer pendant que je cherche le diaporama? Ben, oui, j'aimerais peut-être justement Michel ou Henri, Claude ou Sonia, peut-être revenir sur comment s'organise la semaine, parce que c'est vrai que c'est à la fois des organisations issues de l'immigration, c'est à la fois des syndicats, à la fois des associations solidaires. Comment s'organise cette semaine et cette transversalité dans l'organisation? Est-ce que vous pouvez en parler? bah, moi, je trouve Attends, qu'elle se fait Sylvain, naturellement. excusez-moi, juste avant, Sylvain, il y a des Oui. gens, enfin des copains qui m'ont signalé qu'ils n'arrivaient pas à accéder au chat. C'est Ah peut-être pour bon? ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Parce que moi, C'est peut-être embêtant. j'ai essayé de poser une question à quelqu'un, mais je ne sais même pas si j'ai pu l'envoyer. Parce que j'ai repéré que dans les personnes qui sont invitées, qui sont spectateurs, il y a quelqu'un de Chalette-sur-le-Loing qui a fait beaucoup de choses et qui a dû participer à la semaine anticoloniale à Chalette. Et je voulais lui poser la question, qu'elle nous parle de ce qu'elle a fait. Mais je ne sais même pas si j'ai réussi à lui envoyer ma question. Quel est son nom? Alors, comment? Christine Christine Landais? Voilà. Oui, je donne la parole à Christine. Il faut allumer le micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, merci beaucoup. Merci Michel. Voilà, bah, écoutez, moi je suis là. Effectivement, on est deux de Chalette, hein. Il y a aussi Cyril Bonin qui est aussi présent, qui est aussi un des grands animateurs de notre semaine anticoloniale que l'on organisait, parce qu'on a deux événements à Chalette, enfin on avait deux événements à Chalette quand on pouvait les faire. C'était la semaine de la anticoloniale et antiraciste, qu'on organisait d'ailleurs avec Gisèle, et le Festival du Livre où Michel, tu as été déjà invité une première fois et tu aurais dû venir en novembre 2020. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais on espère bien, on recommence à travailler sur le Festival 2021. On espère bien que tu pourras être disponible. Donc, on va renvoyer tous les courriers. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est très, très important tout ce qui a été dit. Et surtout par rapport au déboulonnage et puis au changement de rue, parce qu'on en parle aussi beaucoup avec Cyril, on en a discuté. C'est vrai que notre envie, ce serait beaucoup plus, bon, ce qu'a dit vos intervenants, c'est qu'il y ait des explications sur chaque statut et sur les noms de rue pour expliquer pourquoi ce nom et pourquoi cette statue. Bon, moi, je suis d'origine suisse et c'est vrai que j'ai vu qu'en Suisse, ils ont aussi fait des actions, entre autres à la Chaux-de-Fonds, par rapport à un colonialiste exécrable qui a créé la ville de la Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, je ne sais plus laquelle des deux villes, c'est Depury. Et c'est vrai, ils ont déboulonné la statue. Et moi, je trouvais que c'était plus formateur d'expliquer aux jeunes pourquoi Depury a créé, c'est lui qui a créé quand même l'hôpital, les écoles, le collège, le lycée de la ville, et plutôt donner ses explications, surtout de ce qu'il a fait en tant que colonialiste. Ce serait beaucoup plus formateur et pédagogique d'expliquer aux jeunes. Alors c'est vrai que nous, notre semaine anticoloniale, on la faisait beaucoup avec Gisèle, qu'on regrette beaucoup, c'est quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Et j'ai trouvé, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, ça fait rien, ça permettait quand même à des gens de venir, et surtout ça permettait de faire passer des articles dans les journaux, et ça permettait d'en parler après avec des jeunes. On travaillait aussi avec des collèges et des lycées, et on en discutait quand on intervenait dans les collèges et les lycées. Bon, je vois qu'il y a le diaporama là qui va partir. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé la parole. Mais c'est des moments très, très, très importants, je trouve. On continue. Nous, avec Cyril, on a rediscuté pour relancer de nouveau une journée anticoloniale. On va la travailler, on va y travailler dessus. Ça se fera ou ça ne se fera pas, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut quand même le travailler. Et si ça se fait
visioconférence, on le fera en visioconférence. Mais je pense que c'est important de continuer à travailler sur ce problème de l'anticolonial et antiraciste. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Et juste un petit point technique, donc Claude a dit que des personnes n'arrivaient pas à aller dans le chat. Alors moi, je ne suis pas dans l'administrateur, je ne sais pas si moi, je vois qu'il y a conversé, où il y a différentes conversations qui ont déjà commencé, et il y a aussi questions et réponses, Q et R. Et mais par contre, je laisse peut-être Théo expliquer un petit peu si les gens veulent poser des questions. Alors, les gens qui veulent poser des questions, ils vont dans le forum de discussion, ils posent leurs questions ou ils lèvent la main et on les repère et ils interviennent. Donc, si vous, dans les spectateurs, vous avez des questions, je vous invite à les poser, à lever la main. Apparemment, il n'y aurait pas trop de questions. Hein, puisque... Moi, j'en ai vu des questions. Là. Ah oui, mais je ne vois pas de main se lever ou de questions. Alors, peut-être il y en a d'écrits. Oui, là, j'en vois. Donc, il y a ne pas oublier les Amérindiens qui se font massacrer en Colombie et au Brésil. Alors, il y a Ahmed qui dit « Ne voyez-vous pas que le Maroc, avec son prétexte de rétablir les relations avec Israël dans l'ordinaire, du fait de la présence d'1 million de Juifs marocains là-bas, a prouvé son implication dans la déportation des Juifs marocains ?» Et on nous remercie pour cette soirée. Et il y a Lise Bouzidi du collectif Terre et Liberté pour Walmapu, pour les Mapuches du Chili, qui dit et surtout comment les informer de cette semaine anticoloniale, comment les y inviter. Théo, il faut que tu fasses avancer le diaporama parce qu'il ne marche pas à l'automatique apparemment. Oui, je vois. Donc, ça continue. On se dirige vers la fin de notre webinaire, hein, même si on a un peu débordé, c'était important qu'on puisse partager ces informations. Je ne sais pas si, Sylvain, tu peux rappeler le programme de cette semaine anticoloniale. Je ne l'ai pas devant moi. Alors, attendez. Pendant que le diaporama défile. Je voudrais dire que en même temps, j'ai participé à un événement à Soupe-sur-Loing, hein, c'est ça, hein, oui, c'est chez nous ça. Oui, il y a, enfin, j'oublie l'année, là je vois Gisèle, puisque c'était avec Gisèle, où était intervenu le président du mouvement international pour les réparations. C'était il y a 3 ou 4 ans, enfin il y a plus que ça, 4-5 ans même. Hein. Donc ça fait plaisir de se retrouver. Voilà. Donc le diaporama est terminé. Théo, oui. pour la semaine, le diaporama, j'ai eu les photos de l'or et j'ai intégré beaucoup de photos de l'or. Je te l'ai envoyé le deuxième. D'accord, ça c'est technique. On verra ça pour justement, on invite nos auditeurs à nous rejoindre dès le 5 février pour le début de la semaine anticoloniale. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de faire rapidement. Donc, je rappelle qu'on pourra trouver le programme complet très très bientôt, puisqu'il a été finalisé aujourd'hui sur la page Facebook créée à cet effet qui s'appelle Semaine anticoloniale 2021. Donc ça a commencé aujourd'hui avec ce webinaire dans le cadre du Forum social mondial pour revenir un peu sur les fondamentaux de cette semaine et l'importance de cette semaine et peut-être inspirer d'autres personnes à créer des espaces similaires. Alors le vendredi 5 février de 18h30 à 22h, il y aura un peu le discours introductif du collectif d'organisation de la semaine et c'est Henri qui reviendra un peu sur l'histoire de la semaine. À 18h45, il y aura la
projection du documentaire Prenons date pour la Palestine, et qui sera suivi avec un événement à 20 h organisé par les Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin. Peut-être Sonia, tu veux en dire quelques mots? Ben, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure en parlant. Là, je peux redire juste un détail sur cette soirée. Effectivement, on a pensé que c'était important de parler de la résistance culturelle qui fait complètement partie de la résistance palestinienne. Et donc, il y aura d'une part, d'abord, on va donner une place à Sylvain Machac, qui est un comédien français qui a découvert une pièce magnifique, une pièce palestinienne qui était jouée au théâtre Al-Khawati à Jérusalem et qui a obtenu les droits pour la monter en France. Il est en train de préparer le spectacle et là, il aura l'occasion de raconter un peu cette expérience. Il ne va pas présenter, enfin, il va pas jouer la pièce ni la lire, mais il va raconter comment il l'a découverte et son parcours pour la montrer. Et ensuite, nous, à TL Jenin, parce que je fais partie donc des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin, nous avons fait un interview du directeur du théâtre et du directeur artistique, qui sont respectivement Moustapha Cheta et Ahmad Tobassi, et on est en train d'essayer de monter cette interview et de pouvoir en présenter une vingtaine de minutes dans cette soirée. Et puis on a invité les Amis des Arts et de la Culture de Palestine, et c'est Sylvie de Pluponcin qui présentera cette association. Tu peux rappeler les horaires et le jour, s'il te plaît, C'est Sonia? le vendredi 5 février, c'est la soirée d'ouverture de la semaine. Et donc, il y aura, après l'intervention d'Henri, qui est à 18h30, il y aura la coopérative andine qui présentera ce film avec le réalisateur du film qui s'appelle Prenons date pour la Palestine, avec le jeu de mots sur date, D-A-T-E-S ou date, D-A-T-E-S. Et donc, ça sera 18h45. Ensuite, il y aura une pause parce que ça fait beaucoup de choses pour la même soirée. Et après la pause, c'est donc les Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin qui prendront la main pour animer cette succession de Sylvain Machac, interview du théâtre et les Amis des Arts et de la Culture. Donc, ça sera en gros de 18h45 à 22h. Merci beaucoup, Sonia. S'il y a d'autres événements à annoncer, c'est encore le moment avant que Je vais peut-être faire Oui. rapidement, puisque ça ferait, si on fait, voilà. Donc le samedi 6 de 15h à 23h, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Donc il y a un hommage à Gisèle Fellender, qui était donc la coordinatrice du Salon et de la Semaine anticoloniale qui nous a quittés, avec une rediffusion d'une émission son émission de radio qu'elle faisait dans le cadre de FPP. Il y aura le débat transversal qui est intitulé « Un monde en lutte, les luttes anticoloniales et antiracistes » à 17h. Et donc, il y aura vraiment plusieurs intervenants de Kanaki, des États-Unis, membres de l'UJFP, des Kurdes. Enfin voilà, vraiment pas un débat vraiment très important et très riche. À 20h, il y aura la projection d'un film qui s'appelle le Condor et l'Aigle, qui revient sur les luttes décoloniales et les luttes pour le climat et les luttes des peuples autochtones. Donc c'est un film qui a été primé internationalement et qui est maintenant la base de mobilisation pour pas mal de communautés d'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud, qui sera suivi d'un débat sur les femmes autochtones contre les projets de l'éoduc et les systèmes extractifs en Amérique du Nord. Et on aura, comme on l'a dit tout à l'heure, la présence notamment de deux résistantes qui sont dans les campements de résistance aujourd'hui, Tara Oushka et Canaüs Manuel. Donc ça sera le webinaire qui suivra. Le film sera à partir de 21h. Le dimanche 7, il y aura un débat organisé par les cahiers d'histoire, la revue d'histoire critique, autour du thème race et racisme, de l'esclavage aux sociétés US et ivoiriennes contemporaines.
À 17 h, donc toujours le dimanche 7, de l'huile sur le feu, la guerre contre le terrorisme de la France en Afrique, organisée par Survie. À 18 h 30, un débat sur l'agent orange, le procès de Tran Nha, où en est-on, organisé par l'association d'amitié franco-vietnamienne. Et comme Théo l'a dit tout à l'heure, un hommage à Cheikh Anta Diop, une discussion autour du personnage de Cheikh Anta Diop organisée par le comité d'organisation du 10 mai. Le lundi 8 février, normalement il y aura une mobilisation autour du collectif Vérité et Justice pour Sharon. Alors je laisse Henri la présenter parce que c'était quelque chose qui était à finaliser. Par rapport à Sharon, pour le moment, il y a deux choses qui sont envisagées. Peut-être un rassemblement au métro Sharon. De toute façon, il y en aura quand même un mini et si il n'est pas possible de faire un rassemblement comme d'habitude, mais avec au moins 2-3 personnes qui pourront aller déposer une gerbe sur place. Ça, c'est le minimum qui sera fait. Et puis, le soir, donc, il y aura un débat, enfin une présentation, une émission qui rappellera ce qu'a été le massacre de Sharon. D'ailleurs, cet événement oublié dans le rapport de Benjamin Stora, où d'ailleurs la partie de l'OAS, le rôle de l'OAS dans cette partie de la guerre d'Algérie est totalement minimisé. Et c'est important de rappeler dans quelles conditions cette manifestation s'était déroulée, puisque c'était à la suite des attentats, des 4 ou 5 attentats de l'OAS, dont un visait Malraux, et qui n'a pas atteint Malraux, mais qui a atteint une toute petite fille de 4 ans et demi, qui a été défigurée et qui est devenue aveugle à la suite de cet attentat, qui a provoqué une manifestation interdite où il y a eu une répression violente, très violente, organisée par le préfet Papon sur l'ordre gouvernemental, évidemment. Donc, c'est un rappel pour les jeunes de dire ce qu'a été Sharon à ce moment-là, avec 9 morts, dont 9 militants CGT et 8 étaient membres du Parti communiste. Y a-t-il une émission radio ce jour-là, le 8 ? Oui. Oui, je crois que c'est. Je ne me souviens plus de l'heure prévue, mais. Elle est prévue à 15h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour le mardi 9 février, il y a 2 événements. Donc, un événement organisé par l'Union juive française pour la paix, qui sera à 19 h et qui aura pour titre « Mettre fin à l'apartheid israélien, comment surmonter efficacement les pressions des lobbies sionistes », avec une intervention de Jean-Guy Greselmaher. Et à 20 h 30, une émission de radio sur Radio Libertaire et qui sera retransmise aussi en direct, qui s'intitule « Une école à décoloniser, des territoires en lutte face au poids du colonialisme au sein de l'institution scolaire, retour sur des expériences pédagogiques alternatives », donc qui est organisée par la CNT, le syndicat des travailleurs de l'éducation du 93, en présence de Grégory Chamba de Questions de classe et de Daniel Wea, qui est étudiant Kanak d'UVA, qui a été formé dans les écoles populaires Kanak EPK. Le mercredi 10 février, il y aura un débat organisé par le PCF et l'Humanité à 18 h, qui s'appelle « L'Algérie à nouveau sur le devant de la scène ». Et à 20 h, parcours d'un militant, un long chemin vers la paix et la liberté au Pays Basque, organisé par le comité solidaire du peuple basque, le CSPB, avec notamment l'intervention de Yosu Urrutiochea, qui est une figure historique du mouvement de libération nationale au Pays Basque, un ancien prisonnier politique. Le jeudi 11 février, à partir de 19 h à 21 h, il y aura, comme l'a dit tout à l'heure Michel, le débat de l'AFASPA et la Ligue panafricaine Umoja autour du Cameroun, Togo, Sahara occidental, la jeunesse organisée dans les luttes d'émancipation.
Le vendredi 12 février, il y aura donc un webinaire autour d'un livre. Nous écrivons depuis la Révolution, témoignage de femmes internationales au Rojava, qui est organisé par l'Union syndicale solidaire et les éditions Sileps, avec notamment des interventions de femmes kurdes. Le samedi 13 février, de 14h à 22h, il y aura plusieurs événements. La première sera à partir de 14h, un débat sur la campagne BDS au service de la lutte anticoloniale, petite victoire et grand combat, organisé par la campagne BDS France. Une présentation sur les communautés zapatistes en résistance au Chiapas, donc Mexique, qui est intitulé « Pour la vie, les zapatistes visiteront les 5 continents ». Première partie, un voyage décolonial vers l'Europe pour renverser l'histoire, qui est organisé par la CNT, le Comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte et le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, CSI Anitasinan, dans le cadre des 25 ans de solidarité avec les communautés du Chiapas en lutte au Mexique, et notamment pour annoncer leur venue en Europe. Donc, je vous invite à participer à cet événement. Et le dernier débat qui est prévu, c'est un débat qui est organisé par la plateforme de solidarité avec les peuples du Sahara occidental et le collectif des associations sahraouis en France sur Sahara occidental, 137 ans d'occupation, d'actualité et de perspective. Donc vous retrouverez toutes ces informations comme il est mis sur la page Facebook de la semaine anticoloniale 2021, et on peut ajouter le samedi 6 à 14h, juste avant le début en ligne, de 14h à 15h, il y aura un rassemblement en place de la République en solidarité avec la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, et notamment sur la question de usine du Sud, usine pays. Donc vous retrouvez tous ces événements sur notre page Facebook, et on vous invite à continuer le combat avec nous et à participer, on l'espère, au salon anticolonial au printemps prochain. Encore merci à tous et tous les panélistes, et ainsi que le Forum social mondial qui continue jusqu'au 30 janvier. Merci à toutes. Au revoir.